Bienvenue, Amina Lotfi, militante féministe, membre de la DFM, l'Association démocratique des femmes du Maroc. Je suis content de voir que vous avez toujours le sourire, parce qu'à la lumière du communiqué, la position de la DFM, depuis le 24 décembre, si ça a été, les féministes ont été refroidis, ont été complètement glacés. Oui, bonjour Rachid. Je vous remercie pour l'invitation et pour l'intérêt que vous accordez à la réforme du Code de la famille. Alors, votre question, vous parlez de glacé, refroidi. Moi, je dirais que déçu, très déçu. Déçu parce que les propositions qui ont été faites ne répondent pas du tout à nos attentes. Est-ce que vous n'êtes pas sévère, Amina Lotfi, en disant toutes les propositions qui ont été faites dans le cadre de la nouvelle mouture de la Moudawana, en fait, ne répondent pas du tout. Vous êtes très critique surtout, alors que certains considèrent qu'il y a, quoi qu'il en soit, des avancées. Non, on est très déçus parce que nous militons, parce que nous souhaitons ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Et le mieux, c'est que tous les citoyens et citoyennes soient protégés, que la loi protège de manière égale tous les citoyens et citoyennes. Est-ce qu'il y a des avancées par rapport à ce qui a été proposé ? Oui, nous le supposons par rapport à la liste qui a été donnée. Effectivement, il y a des avancées, que ce soit au niveau de la garde légale des enfants, que ce soit au niveau du remariage de la mère, elle garde ses enfants. Donc, il y a différents points qui constituent effectivement des avancées et qui font partie de nos revendications. Vous savez, ça fait 20 ans, depuis 2004, que nous revendiquons pour ces... Donc, vous n'êtes pas totalement déçu, vous êtes à moitié déçu, en fait. Non, pas totalement déçu, mais quand même, la façon dont ce processus a été entamé est assez surprenante. Vous conviendrez avec moi que c'est assez surprenant d'avoir, au niveau de la forme, d'abord, la communication qui en a été faite. Vous avez 2 ministres qui se sont succédés pour nous dire ce qui a été accepté, ce qui n'a pas été accepté. Donc, on énonçons ce qui a été accepté et ce qui ne l'est pas avec aucune argumentation, alors que nous nous attendions à ce que ce soit quand même le chef du gouvernement pour un sujet aussi important et aussi sensible, que ce soit le chef du gouvernement qui puisse nous parler donc des points de la réforme, argumenter. Qu'est-ce que ça aurait changé, Amina Lotfi, quand vous dites ça, effectivement, ça vous avez fait référence dans votre communiqué qui est sorti notre déclaration, début janvier, je crois 12 jours après que les propositions ont été dévoilées concernant la réforme de la Moudawana. Pourquoi vous dites nous on aurait préféré, on ne comprend pas pourquoi c'est pas le chef du gouvernement qui se soit exprimé plutôt que d'avoir 2 ministres, en l'occurrence le ministre de la Justice et le ministre de Haboub des Affaires islamiques, c'est eux qui ont pris la parole. Mais si le chef du gouvernement avait pris la parole et avait dit exactement la même chose qu'ont dit Abdel Fouabi et le ministre Haboub, est-ce qu'il y aurait eu une différence? Écoutez, c'est le chef du gouvernement, parce qu'il représente dans le processus, Sa Majesté s'est adressée au chef du gouvernement. C'est pas on se serait attendu à ce que ce soit le chef du gouvernement, mais avec un argumentaire, qu'on puisse argumenter, qu'on puisse au moins expliquer. Donc c'est plus le fait qu'il n'y ait pas d'argumentaire qui était présenté que... C'est juste, voilà ce qui est accepté, voilà ce qui est refusé, et ça s'arrête là. Mais est-ce que c'est pas plus clair aussi quand le Conseil supérieur, enfin le ministère des Haboub, quand il dit effectivement ce qui a été accepté et ce qui ne l'a pas été, c'est aussi la voix aussi, j'ai envie de dire, religieuse. C'est là qui aussi s'exprime sur les différents points qui ont donné lieu à des positions tranchées pour certains dans certains cas. On serait attendu à plus d'explications. D'ailleurs, vous avez vu tout le débat que ça a suscité et toute l'incompréhension que ça a suscité. Ça a entraîné la déformation des textes, ça a ouvert la voie à plusieurs interprétations. Pas surtout, Amina Lotfi. Sur le TACé, par exemple, concernant l'héritage, il n'y a pas eu de débat. Le Conseil supérieur des Oulémas, c'est niet, c'est non, ça ne sera pas revu d'ailleurs, a priori.
Et là, du coup, est-ce qu'il y avait besoin d'un argumentaire, compte tenu que le Conseil supérieur des oulémas a pris une position extrêmement tranchée, que personne n'a contesté d'ailleurs, au niveau du comité, à savoir qu'il n'y aura pas de... La règle de Tassib sera... est consacrée. Mais écoutez, le Conseil du ulama, par rapport à la règle du Tassib, il n'a rien apporté de nouveau. C'est tout l'argumentaire qui a été Mais la position, fait. elle est tranchée. Les alternatives, elle est tranchée. Oui. Mais elle existe. Ce qui a été proposé, qui nous a été proposé, que nous avons interprété comme étant une forme d'ijtihad, faire des dons aux enfants de son vivant, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué depuis plusieurs années. Il n'y a pas maintenant... Mais là, il y aura un cadre juridique, un cadre légal qui va encadrer cette pratique sociale. Donc, quelque part, c'est une avancée aussi, non? Tout à fait. Non, on ne peut pas considérer que c'est une avancée parce que nous nous attendions à ce que cette règle du Tassib soit supprimée, qu'on puisse avoir recours au testament. Testament. Donc ça c'était l'attente des féministes, c'était l'attente de la DFM. Est-ce que c'était pas une attente un petit peu trop, j'allais dire trop ambitieuse, et que du coup la déception, ça soit sur vous, même si vous avez gardé toujours votre sourire, hein, Amina Lotfi, mais qu'en même temps se dire voilà, peut-être qu'ils n'ont pas pu aller plus loin et que vous aviez peut-être des attentes qui étaient peut-être vous étiez trop en avance sur votre temps. C'est pas une question de trop en avance sur notre temps. Écoutez, la réforme de 2004, nous l'avons considérée comme une révolution. Il y a eu plusieurs points, elle n'était pas parfaite, il y avait des contradictions, mais c'était considéré comme une révolution. Pourquoi ? Parce que nous sommes passés de l'homme, la femme doit obéissance à son mari moyennant subsistance, à l'homme et la femme sont égaux en droit et en responsabilité. Entre-temps, nous avons eu une constitution qui prône l'égalité homme-femme dans tous les droits, la suprématie des engagements internationaux ratifiés par le Maroc, et par conséquent, c'est un cadre de référence qui appelle à l'égalité, à la liberté de tous les citoyens et citoyennes, etc. Donc, parmi les points auxquels nous nous attendions et qui étaient vraiment évidents, c'était cette règle de Tassib. Donc, pourquoi vous aviez la conviction, la certitude, Amina Lotfi, vous et toutes les militantes de la DFM, que nous avions cette certitude. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient la certitude que là-dessus, ça n'allait pas bouger. Peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait peut-être se dire voilà, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de décalage en disant celle qui était surmotivée et puis convaincue que la règle de Tassib allait être déconsacrée, si je puis dire, et alors qu'elle était totalement consacrée, et en fait limite il y a que vous qui pensiez que la règle de Tassib allait être touchée. Non, il y a pas que nous. Il y a aussi tous ces centaines et milliers de parents qui inscrivent de leur vivant, qui font don de leur vivant à leurs enfants, donc pour inscrire l'égalité dans l'héritage. Et ça se fait énormément. Il se trouve que cela ne se fait qu'au sein de familles dont les parents sont conscients de l'inégalité. Et je dirais même que c'est dans les familles nanties qui comprennent, qui ont ce souci de protéger les enfants, garçons et filles. Mais maintenant, le fait qu'on l'inscrive dans le cadre juridique, ça ne changera rien parce que vous aurez toujours des familles qui n'auront peut-être pas le temps. Imaginez un couple dont le papa décède et la maman est enceinte. L'enfant n'est pas protégé. Si c'est une fille qui arrive, elle va avoir tous les... 2004, la règle de Tassib et l'héritage dans sa globalité n'était même pas d'actualité. C'est un sujet qui avait été évacué. C'était pas sujet, ne serait-ce qu'un débat par la commission qui était en place. 2024, c'est un sujet qui a été abordé, à la fois par le comité de pilotage qui a été installé, les consultations aussi, les différentes recommandations, et ça figure dans les propositions de réforme de la Moudawana. Donc, est-ce que votre sévérité, votre déception à l'égard de ce qui est des propositions de réforme, on va aller sur l'héritage, mais on ira aussi sur d'autres sujets, et qui vous ont rendu très en colère également, est-ce qu'on n'est pas en train d'avancer? Est-ce qu'on est, quoi qu'il en soit, toujours en train d'avancer? Il y a 20 ans, on n'en parlait pas, 20 ans après, en 2024, on en parle, et on légifère surtout là-dessus.
Écoutez, est-ce qu'on est en train d'avancer? Je ne pense pas, parce que je vous dis, nous sommes déçus parce que notre point de départ a été le discours du trône de 2022, où Sa Majesté avait été très claire dans son discours. D'ailleurs, ce discours s'était ouvert sur la réforme du Code de la famille et les droits des femmes, et en précisant qu'il fallait donner à la femme les droits qui lui étaient conférés par la loi. Il avait recommandé de réviser le cadre juridique. Il avait recommandé d'opérationnaliser les instances constitutionnelles. Donc tout ça faisait que on se dirigeait vers les principes de l'égalité, de sécurité, de dignité, qui était en fin de compte le principe de base de cette réforme. Mais quand vous dites dans votre communiqué, si vous interpellez aussi là-dessus, sur l'héritage, je crois savoir qu'au niveau des féministes, c'est le vrai sujet, c'est là où il y avait de grosses attentes, qui cristallisaient beaucoup d'attentes au niveau des féministes. C'est les alternatives, parce que je rappelle que l'exonération du foyer conjugal dans l'héritage et donner la possibilité de son vivant de faire des donations. Il y aura peut-être aussi ce qui va venir dans les prochaines semaines, c'est peut-être aussi un cadre fiscal avantageux, attractif aussi, parce que ça a un coût. Ça a été soulevé également dans le communiqué. Mais quoi qu'il en soit, on est sur une dynamique. Non, certains diraient, mais voilà, parce que il y a aussi des forces conservatrices, il y a beaucoup de personnes aussi, de Marocains et de Marocains, qui disent, voilà, c'est un sujet qu'il ne faut pas toucher. Et là, pour autant, il y a des choses qui ont été mises en place. Fenêtre ouverte sur la donation, le foyer conjugal qui ne fait plus partie de l'héritage. Vous avez vu les forces conservatrices qui ont hurlé et qui continuent à hurler là-dessus. Donc, votre sévérité, est-ce qu'il ne faut pas la modérer et la relativiser? Écoutez, on n'a pas à modérer. On a des principes de base auxquels nous tenons. Donc, dans nos revendications, nous avions bien précisé que les préalables à une réforme égalitaire du Code de la famille, c'était précisément cette notion de qawama. Or, d'après ce qui a été proposé, donc, la qawama est toujours là. Elle est infiltrée que ce soit dans la règle du tasseb, que ce soit dans la polygamie, que ce soit on retrouve toujours ce principe de la supériorité de l'homme sur la femme. Principe qui n'a plus lieu d'être. Et quand on est un homme, bon, je suis un homme, et je vais pas parler au nom des hommes, mais qu'on se dit, voilà, c'est 80% des foyers sont dirigés, pilotés par les hommes. Quand on sait aussi historiquement et culturellement aussi, l'homme c'est celui aussi pour lesquels beaucoup de femmes aussi considèrent que l'homme doit être présent. Il y a différentes formes de virilité aussi de l'homme attendue par la femme. Et là vous dites nous en fait ça il aurait fallu le balayer d'un revers de la main, le faire disparaître et d'avoir une approche égalitaire là-dessus. Est-ce que c'est pas trop demandé à Amina Lotfi? 80% des foyers sont dirigés par des hommes. Il faut donner le sens à diriger. Qu'est-ce que ça veut dire diriger? Est-ce que entretenu par des hommes? Est-ce que 80% peut se dire entretenu matériellement par j'espère immatériellement également, non? Il y a la dimension matérielle et toujours la dimension immatérielle. Je pense qu'on se réfère surtout à la dimension matérielle qui, à mon avis, n'est pas correcte, puisque quand on fonde une famille, c'est pour entretenir conjointement un foyer. Donc, c'est dans l'esprit de toutes les femmes, quoi. Est-ce que ce que vous venez de dire effectivement, Amina Lotfi, est-ce que vous considérez que les femmes sont majoritaires dans notre pays d'ailleurs, et je suis le premier à m'en féliciter, mais en même temps, est-ce que vous pensez que toutes les femmes partagent votre point de vue? En disant que voilà cette notion de dépendance et d'indépendance matérielle à l'égard des hommes. Les femmes, la société, toute la société ne partagera pas ce point de vue, parce que ceux qui ne le partagent pas, du moins, c'est pour deux raisons. Soit une des raisons, c'est les conservateurs qui veulent
garder un certain pouvoir, qui considèrent que l'homme doit garder ce pouvoir, et aussi à l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. Il y a aussi des femmes qui veulent que l'homme Oui, continue à garder ce pouvoir des femmes je parle de la société, parce que aussi bien les petites filles que les garçons reçoivent la même éducation à l'école, reçoivent la même éducation au sein de la famille. Donc on ne change pas les mentalités. On veut garder ces mentalités qui maintiennent la supériorité de l'homme sur la femme, alors que on sait très bien que les études ont démontré, que tout a été démontré, que s'il n'y a pas une égalité, il n'y aura pas de développement dans un pays, quel qu'il soit. En même temps, certains vous diraient aussi que toutes les sociétés aussi qui sont en développement atteignent leur niveau de développement selon une temporalité. Donc nous, on peut être progressiste, mais aussi accepter la progressivité. C'est-à-dire des choses, vous voyez ce que je veux dire, culturellement, on a peut-être que tout ce qui est rupture, voire brutalité, c'est pas trop ce qui nous convient. Écoutez, les lois, moi je le pense sincèrement que les lois sont faites pour changer les mentalités. Je vous donnais l'exemple de la ceinture de sécurité. Tout le monde était contre la ceinture de sécurité. Pourtant, quand il y a eu une loi, tout le monde met sa ceinture de sécurité. Il y a surtout eu des amendes qui étaient prévues aussi, c'est en cas de non-port de la ceinture. Devrait permettre un changement de mentalité. Pourquoi ? Quand vous avez une loi où vous fixez un objectif qui est élaboré, qui est réformé sur la base d'un contexte donné, d'une évolution sociétale donnée, et sur la base des statistiques aussi, parce que nous avons des statistiques sur la violence, nous avons des statistiques sur l'enfance, sur la situation des enfants au Maroc, etc. Quand vous avez tout ça, vous avez un cadre juridique qui est la loi suprême, la Constitution. Donc, comment est-ce que, en changeant une loi, on doit penser à tout ça? Parce qu'une loi, regardez, la dernière réforme a été la première réforme en 93. On a eu une réforme en 2004. Là, nous avons une réforme en 2024. Peut-être une réforme en 2044, au XXIe siècle, où tout bouge très, très vite. Mais là, en tout cas, le contexte n'évolue pas selon la même cadence qu'il y a une cinquantaine d'années. Nous sommes dans une ère de changement rapide. Et en même temps, il y a une temporalité aussi, où il faut peut-être attendre aussi que les populations s'approprient. Aussi, vous avez parlé d'inégalité et pourtant vers une forme d'égalité, les inégalités territoriales, les inégalités spatiales, les inégalités sociales, même de même sexe. Je veux dire, c'est une réalité dans notre pays qui est en dynamique, en développement au niveau des territoires. Donc certains considèrent aussi que ce qui est ressorti en termes de proposition de réforme de la Moudawana, globalement, c'est une dynamique assez intéressante avec des perspectives qui sont l'égalité homme-femme à terme. Et que donc du coup les féministes devraient mettre un peu plus d'eau dans leur thé, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Écoutez, moi je vous le dis et je vous le répète, les féministes. Vous avez retrouvé le sourire déjà, c'est déjà pas mal. Les féministes militent pour un Maroc moderne, un Maroc où il y a une égalité dans tous les droits, dans l'éducation, dans la santé, dans l'économique, dans la participation politique, etc., etc. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Et ce qu'il y a de mieux pour notre pays, c'est d'avoir une vision globale, égalitaire, donc du changement. C'est pour ça que nous avons demandé une refonte profonde du code de la famille. Or, ce qui nous a été livré là n'est pas une réforme profonde. Malheureusement, c'est une réforme qui a tenu compte de certaines de nos revendications, mais qui n'a pas été dans le sens où nous le souhaitions. En tout cas, vous avez fait le deuil. Tassib, c'est consacré. On va pas apparemment, il n'y aura pas de retour de fait. Vous êtes obligé de vous y faire, j'ai envie de dire, Amina Lotfi, non? En tout cas, sur cette règle de Tassib concernant l'héritage. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous dérange aussi? J'ai vu dans le communiqué de la DFM, très percutant, très pertinent. Il y a le sujet sur l'ADN, où effectivement le Conseil supérieur des oulémas a dit ça sera non, mais avec un non mais.
Vous avez dit, voilà, il y a de l'incohérence, et vous avez soulevé ce point-là. Mais est-ce qu'il faut pas il faut pas attendre un petit peu? Il y a un comité qui est en train de se mettre en route. Il y a une loi qui va être rédigée par Petit Fouabi, qui va être soumise en conseil du gouvernement, et ensuite, il y aura des débats un petit peu au Parlement. Et puis, voilà, se dire, voilà, peut-être que les choses vont aussi un petit peu bouger avec le temps. Mais écoutez, nous l'espérons vivement. Encore une fois, cette question de non-reconnaissance de la filiation à travers l'ADN est totalement incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi on permet l'ADN à un homme pour reconnaître une paternité et on ne la permet pas pour un enfant pour sa filiation. C'est aberrant et cela se situe totalement en contradiction avec l'intérêt supérieur de l'enfant qui est prôné dans notre Constitution. Donc comment voulez-vous que ces enfants nés hors mariage vivent dans la dignité, puissent être équilibrés, puissent se frayer un chemin dans notre société sans être montrés du doigt, marginalisés, etc. Pourquoi, selon vous, le Conseil supérieur des Oulémas dit non là-dessus, sur l'ADN, sur l'usage de l'ADN pour prouver une filiation et la filiation parentale? Moi, je vous dirais. Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Est-ce que c'est religieux? La motivation? Est-ce que c'est social? Sur la base du religieux. Ils ont invoqué le religieux. Mais moi, je dirais tout simplement qu'on n'a pas poussé vraiment la notion de l'ijtihad, qu'il n'y a pas eu de ijtihad là-dessus. Sur la position de l'ADN. Comme je vous le disais, quand on est en train de faire une réforme, on pense à la philosophie, à l'impact de cette réforme. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette réforme? En général, si on le disait, c'est l'incohérence de certains textes, les vides juridiques, les statistiques qui nous ont montré ce que vivent la misère ou les problèmes que rencontrent les hommes et les femmes et les enfants dans notre société. Donc moi, je me pose la question. Quand on a abordé le sujet de l'ADN, est-ce qu'on s'est dit quelles seraient les conséquences de cette décision sur les enfants nés hors mariage? Est-ce que c'est ça qui a été pris en considération? C'est-à-dire, quel serait éventuellement l'impact de cette décision, c'est-à-dire de reconnaître et de généraliser l'usage de l'ADN sur les femmes et sur les hommes? Est-ce que ça a été pris en considération? Parce qu'il y a les enfants qui sont nés hors mariage, effectivement. Donc le fait de ne pas pouvoir d'être reconnu, que la paternité soit reconnue, mais dire voilà, aujourd'hui, dans une dynamique sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, certains considéraient que la mise en place, parce que Petit Fouabi avait déjà annoncé qu'il était favorable à ce que l'ADN soit utilisé, et on a vu aussi qu'il y avait un levé de bouclier ici et là, en disant mais Petit Fouabi, en fait, il veut tester l'ADN sur tout le monde. Et ça a suscité des peurs et des craintes. On ne peut pas tester à tort et à travers l'ADN, mais on peut la tester. On utilise l'ADN pour prouver dans les crimes, dans les vols, tout ce qui s'ensuit. On utilise cet ADN. Donc je ne vois pas. Nous avons une formule scientifique. Qui nous permet de faire éclater la vérité ou de prouver quelque chose, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas? Ça paraît totalement aberrant, et surtout, l'aberration vient du fait pour reconnaître la filiation d'un enfant, pour qu'un enfant puisse connaître ses origines, pour avoir un père qui puisse vivre dans une société comme tous les autres enfants. Autre point, en tout cas, alors je ne sais pas si ce point-là vous avez rendu colérique, vous les féministes et à la DFM, c'est le fait qu'il y a une simplification aussi de la procédure de divorce à l'amiable. Il y a cette tutelle aussi qui est préservée des enfants, de la garde des enfants en cas de remariage de l'ex-épouse. Donc tout ça, c'est de vraies avancées.
Ah oui, effectivement, c'est des ça. avancées. Ouais. Mais on pourra vraiment parler d'avancées quand on saura quelles seront les mesures d'application et qu'est-ce qui va entourer tout ça. On le sait C'est-à-dire que pas vous restez encore. encore sur votre réserve en disant, même des choses où il y a enfin, certains considèrent que c'est très ambitieux, c'est qu'il y a vraiment le curseur va bouger, que ce soit sur la garde des enfants, en cas de remariage préservé par la maman, simplification des divorces aussi à l'amiable, ne plus se rendre au tribunal, mais le faire de manière très simplifiée. Quand on s'entend plus, on n'a pas besoin. Voilà. Mm. Ça, vous dites l'exonération du foyer conjugal de l'héritage. Vous dites oui, mais ça, vous n'êtes pas plus, vous sautez pas en l'air, quoi. Non, non, on saute pas en l'air parce que, comme je vous le disais, pour nous, une réforme doit être, la réforme devait être globale et en profondeur. Maintenant, nous considérons que c'est une avancée, mais ça sera une réelle avancée quand nous aurons le projet de loi et que nous saurons comment ça va être appliqué, quelles seraient les mesures, etc. Donc là, on pourra juger parce que vous avez vu un peu tous les problèmes qu'il y a eu dans l'application de la réforme de 2004. Donc, nous souhaiterions que les règles soient simplifiées, qu'elles soient précises, qu'elles soient de manière à ce qu'il n'y ait pas aussi plusieurs interprétations au texte. Est-ce que sur la polygamie et sur le mariage des mineurs, aussi là-dessus, le seuil de l'âge de mariage qui a été relevé à 17 ans, voilà, jusqu'à présent c'était 16 ans, même si l'âge légal reste 18 ans, donc, mais par contre avec un renforcement de la condition et de la conditionnalité du mariage à 17 ans. Et sur la polygamie, est-ce que là vous dites pareil, vous dites oui mais, ou je sais pas. Est-ce qu'on avance, on avance, on stagne? Oui, mais on n'avance pas. On avance pas. Sur le mariage des mineurs, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on va donner encore le pouvoir discrétionnaire aux juges. On a vu ce que ça a donné. Mais avec un contrôle aussi sur les juges. Petit Fouabi s'est engagé à ce qu'il y ait des contrôles renforcés aussi pour que l'exceptionnalité donnée pour le mariage d'une mineure de 17 ans revêt véritablement un caractère exceptionnel, contrairement à ce qui s'est passé de 2004 à aujourd'hui. Via les dérogations. On dit qu'on ne comprend pas ces décisions. Je vous assure. Pour vous, elles sont incompréhensibles? Elles sont incompréhensibles. Écoutez, le fait, l'interprétation de la loi dans le sens de l'égalité, dans le sens de la protection de la personne, etc., ne ressort pas dans ces dispositions. Donc, par contre, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi il y a eu de l'ijtihad pour l'intérêt. Il y a eu de l'ijtihad au niveau du code pénal. On ne coupe plus les têtes, on ne coupe plus les mains, on ne lapide plus les gens. Heureusement, Amina Lotfi, non ? Oui, mais c'est dans la religion aussi. Heureusement, oui, heureusement. On vient d'accepter l'abolition de la peine de mort. Oui. Et tout ça, c'est dans la religion. Alors pourquoi est-ce que, dans l'objectif de promouvoir les droits des petites filles en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à la santé, en termes de construction d'un Maroc où tous les hommes et les femmes participent au développement économique et les mêmes chances d'accéder à l'éducation, etc. Pourquoi cette question de « Ah oui, mais à 17 ans, on donne le pouvoir discrétionnaire au juge, il pourra juger toujours en faisant appel à des... » Amina, progressivité, cette progressivité... Le progrès via la progressivité. Cette progressivité fait que nous faisons 2 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est ça, la progressivité nous bloque. Est-ce que vous n'êtes pas dans la subjectivité quand vous dites on fait 2 pas en avant et on fait 2 pas en arrière en même temps? Est-ce que quoi qu'il en soit, on fait des pas, peut-être pas suffisamment, le rythme, il n'est pas suffisamment rythmé, c'est ce qui vous dérange, mais on est toujours sur une dynamique où on va de l'avant, me semble-t-il. En tout cas, c'est mon objectivité qui me le fait dire ça. Non, c'est pas de la subjectivité, c'est basé sur les résultats de la mise en œuvre de nos lois, de la mise en œuvre de nos politiques,
sur des statistiques, sur des rapports, sur de l'analyse de la situation des femmes, l'impact que les lois ont donné sur en termes d'effectivité des droits des femmes. C'est pas de la subjectivité. Au contraire, c'est de l'objectivité et il faut qu'on prenne en considération toutes ces choses-là. On le disait toujours, il faut prendre en considération la finalité de la loi. Et la finalité philosophique, parce que je sais ce qui a été mentionné dans votre communiqué. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous allons Parce qu'aujourd'hui, donc Abdel Fouabi, ministre de la Justice, ça est en train, a priori, de rédiger cet avant-projet de loi concernant la Moudawana, qui va être présenté en Conseil de gouvernement dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et ensuite, le dossier, l'avant-projet va être transmis aux deux chambres du Parlement. La DFM et les féministes, qu'est-ce qu'elles vont faire pendant tout ce temps-là? Écoutez, on va continuer à plaider. Vous allez continuer à prendre les armes, l'armurerie, partir au combat? On ne prend pas d'armes. En fait, nos armes, c'est l'information, la sensibilisation pour essayer un peu de contrer toute cette désinformation qui est faite par des personnes ou des organisations. Moi, je dirais plutôt c'est de la manipulation des citoyens et des citoyennes. Vous parlez de ça sur les réseaux sociaux ou sur d'autres canaux? Sur les réseaux sociaux, oui. Dans les journaux, un peu partout, qui font véhiculer de fausses informations donc par rapport à la loi et l'objectif de cette loi. Donc je pense qu'il y a une grosse campagne d'information, de sensibilisation et d'explication qui devrait être faite. Et je pense nous allons la faire en tant qu'association féministe, mais je pense qu'il appartient aussi au gouvernement de clarifier les choses, de trouver un moyen, des canaux, un langage pour parler à cette population et expliquer quel est l'objectif d'une réforme, quel est le cadre légal de cette réforme, etc. Je pense que ça doit être fait dans les écoles, ça doit être fait dans les lycées, etc. Ça doit passer par tous les réseaux de communication. En tout cas, Amina Lotfi et tous les membres de la DFM et les militantes au sens large, féministes, ne vont pas lâcher l'affaire. Vous allez continuer jusqu'à la publication de la loi. Parce qu'on dit qu'il peut y avoir un délai de 6 à 8 mois avant que la loi soit votée et validée au Parlement. Donc c'est vrai. Vous avez peut-être un semestre devant vous pour essayer de peser de tout votre poids pour fléchir ou faire infléchir en tout cas des positions sur les propositions, sauf sur le TC. Là, c'est acté. On lâchera pas. Depuis 2004, on n'a pas lâché. Parce que depuis 2004, et même avant 2004, notre association, le DFM, a toujours milité pour une réforme égalitaire du Code de la famille. Maintenant, on ne lâchera pas parce qu'il y a des lueurs d'espoir dans le projet de loi, puisque là, c'est des propositions... Que des propositions de réforme à ce stade. Tout à fait. Oui. On va voir la rédaction du projet de loi. Donc, nous allons continuer notre plaidoyer auprès du gouvernement, donc pour avoir un projet de loi qui réponde à nos attentes et des mesures d'application qui soient claires et qui permettent un accès à la justice à tous les citoyens et citoyennes. Nous allons aussi continuer notre plaidoyer auprès des partis politiques. Ça, c'est le processus que nous entamons régulièrement depuis des décennies. Donc là, vous allez réactiver ça? On va réactiver ça, on va rencontrer les différents partis politiques. Vous allez commencer par le RNI qui dirige le gouvernement, Aïssa Khenouch. Tout à fait. Aïssa Khenouch est déjà sur les tablettes pour un rendez-vous avec la DFM? Oui. Coup de pression de la DFM sur Aïssa Khenouch. Le rendez-vous ne sera pas avec la DFM uniquement, puisque avec le collectif. Depuis le discours de Sa Majesté de 2022, l'ADFM fait partie d'une coalition qui est la coalition féministe pour la refonte du Code de la famille. Donc, nous travaillons dans le cadre d'une dynamique associative qui regroupe plus de 30 associations, et c'est dans le cadre de ce mécanisme, donc de cette dynamique, que nous allons rencontrer les partis politiques. C'est la voie
des associations féministes. Donc c'est pas fini, la coalition va se mettre en route Et va s'armer et s'outiller. Donc les politiques et les responsables de partis politiques n'ont qu'à bien se tenir. Parce que l'ADFM débarque. La coalition, en tout cas, pour la refonte de la Moudawana. Il se préparait plutôt à un débat, se préparer à des échanges constructifs. Complètement, ce qu'on a fait depuis pratiquement une demi-heure avec vous. Amina Lotfi, je vous remercie une fois de plus pour tous ces éclairages aussi donnés sur les positions. Il y a les positions sur les propositions de réforme et il y a les positions de l'ADFM aussi qui ont été que vous avez partagées aussi avec le pourquoi du comment. C'est-à-dire que votre colère, votre déception, vous l'avez aussi décliné en argumentaire. Donc merci une fois de plus à vous c'est donner du sens. Cette émission sur le 7e sens, ou comment donner du sens là où il n'y a pas forcément de sens, ou alors il faut alimenter et activer en tout cas le 7e sens pour mieux comprendre un petit peu les enjeux d'aujourd'hui et surtout d'anticiper ceux de demain. Merci à vous. Merci à vous, Rachid, et c'est toujours agréable d'échanger avec vous. Plaisir partagé, Amina Lotfi. Merci une fois de plus à vous. Et nous aussi, on vous suit. On suit aussi à la trace. Alors, tout ce qui. Croisons-nous les doigts. Pas que les féministes, mais aussi les féministes. Merci en tout cas à vous. Croisons-nous les doigts. 7e sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.